Alors, je n'ai pas choisi une citation de Clémenceau extraite d'un discours, mais de sa correspondance. Pourquoi cela ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Il ne s'agit pas d'une envolée lyrique ou politique lors d'une allocution, de l'extrait d'une tirade. Ces citations sont d'ailleurs parfois, et même souvent, apocryphes. On attribuait beaucoup aux personnalités, aux hommes politiques notamment. Et puis, le langage écrit est plus réfléchi que le langage parlé. En choisissant ce dernier, c'est-à-dire le langage parlé, je risquais de surcroît de faire doublon avec un autre intervenant. Alors cette citation, j'y viens, la voici, elle est extraite d'une lettre à son amie Marguerite Baldens-Perger le 3 août 1924. Il y a des choses qui sont si belles qu'on ne peut pas les dire sans les diminuer. Je le répète, il y a des choses qui sont si belles qu'on ne peut pas les dire sans les diminuer. C'est beau. Alors, une autre raison de ce choix, là, c'est Clémenceau. C'est lui, c'est tout lui. C'est, je crois, l'illustration de sa personnalité. Un homme de contradictions et de paradoxes. Enfin, un homme, mais quel homme ? Le langage écrit est plus réfléchi que le langage parlé, ai-je dit, mais on peut s'interroger. Clémenceau avait-il toute sa lucidité quand il a écrit cela ? Je le répète, il y a des choses qui sont si belles qu'on ne peut pas les dire sans les diminuer, parce qu'il était amoureux. Il devait l'être. Oui, bien sûr, entre Marguerite et Georges, la différence d'âge était de 41 ans. À l'époque, 83 pour Georges, 42 pour Marguerite. Mais enfin, il devait être amoureux, il lui a écrit 668 lettres en 5 ans. Lui-même, Clémenceau, reconnaissait ce manque de discernement, en l'occurrence d'état amoureux. En atteste ce qu'il confiait dans une lettre à son ami Claude Monet, le 3 août 1923. Albert, c'est Albert Boulin, son valet, s'est marié ce matin avec les yeux obnubilés par l'amour. C'est encore une cataracte, cela. Il avait peut-être pas tort. Ceci dit, supposons l'épistolier lucide. Pour illustrer ce comportement antinomique dont j'ai fait état, voici en échantillonnage. Lui qui pouvait être cassant, féroce, emporté, violent, anticlérical, misogyne pour d'aucuns, faisait des exceptions et pouvait être d'une grande douceur, d'une patience infinie. Alors qu'il était président du Conseil, 2 sœurs, des vieilles demoiselles, continuaient de le consulter comme médecin. C'était Jeanne, pas Jeanne Calment, mais Jeanne Cauvin et sa sœur Marie-Andrée. Et à leur dire, il s'est toujours montré d'une extrême patience à l'écoute de leurs mots de vieilles demoiselles. Alors que, comme l'on sait, il était d'une particulière férocité envers son épouse. Juste après sa mort, la mort de son épouse, dans une lettre à son frère Albert, le 27 septembre 1922, il disait « Ton ex-belle-sœur a fini de souffrir. Aucun de ses enfants n'était là. Un rideau à tirer. » Et lui, l'anticlérical, écrivait à la comtesse d'Aunay, de ses copines, de ses amies, le 19 juillet 1922, de Vichy, où il était en cure. Ce soir, grande causerie sur un banc du parc avec le curé de Saint-Gervais. Brave homme, pas bête du tout et fort allant. Saint-Gervais, je ne sais pas si c'était Saint-Gervais de chez nous, je ne sais pas. Il y avait aussi sœur Théoneste. J'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait cette bonne sœur Théoneste. C'était la bonne sœur infirmière qui l'a soignée lors de son opération de la prostate. Elle l'a soignée encore lors de sa blessure après l'attentat de février 1919. Cette même religieuse qu'il a voulu pour accompagner sa sœur Adrienne dans sa fin de vie et pour lui-même dans ses derniers jours. Enfin, les exemples auraient pu être multipliés. Mais si dixit Clémenceau, il y a des choses qui sont si belles qu'on ne peut pas les dire sans les diminuer, il peut être dit qu'il y a des choses qui sont si horribles qu'on ne peut pas les dire sans les diminuer et même qu'on ne peut exprimer. Elles sont indicibles,
on ne peut rien dire, rien, mais le silence, toutefois, est parlant. Je pense aux poilus de la guerre 14-18, quand ils sont revenus, ils étaient mutiques, ils ne disaient rien. Je me souviens aussi de vieux marins que j'ai interrogés, que j'ai fait parler plutôt, sur leur début de mousse. Et à un moment, il y avait un blocage, il y avait de l'émotion, ils ne disaient plus rien. Cela cachait quelque chose. Il y a aussi les choses qui sont si embêtantes à dire qu'on ne peut les dire qu'en les diminuant. Alors pour cela, on édulcore les mots, enfin les expressions, enfin ce qu'ils représentent. De la sorte, on parle de sans-papier. Sans-papier, ça représente plusieurs différentes situations. Tout le monde a eu des problèmes de papier dans sa vie. Moi-même, j'étais sans papier à Madagascar. On avait perdu mon passeport. On parle aussi d'incivilité. Où commencent les incivilités? Où s'arrêtent-elles? Quand une vieille dame se fait traîner sur la route, qu'on lui arrache son sac à main, est-ce que c'est une incivilité? On évoque aussi le phénomène de société. Phénomène de société, on l'accepte. Si on voit une dame qui se fait agresser, on dira, voilà, c'est un phénomène de société. Vous pourriez me dire, et le rapport à Clémenceau dans tout cela? Eh bien, que dirait-il maintenant? Surtout, que ferait-il? Il doit se retourner dans sa tombe. Lui qui disait « Les minorités turbulentes, même mues par des frustrations compréhensibles, ne doivent pas prétendre imposer leur volonté aux élus du peuple. » Il disait aussi « L'ordre est plus nécessaire qu'à nul autre, car rien ne peut se modifier, rien ne peut se créer si l'ordre légal n'est pas maintenu. » Voilà, j'ai peut-être un peu dérivé, voilà, j'en ai terminé. Merci. Voilà.